Bonjour Florence Lussmann, bienvenue Bonjour. à ces rencontres de l'AMRAE. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, il y en a quelques-uns quand même ici, même si vous êtes connu de la plupart des gens qui nous suivent. Donc vous êtes présidente de la Fédération française de l'assurance depuis un peu plus d'un an, fédération qui compte à peu près 250 adhérents, composée de sociétés cotées, de mutuelles, de groupes de protection sociale. Alors, les gens qui nous regardent sont intéressés par le grand risque, le risque des entreprises. Ça marche par période de renouvellement. Cette période de renouvellement a souvent lieu en fin d'année. L'édition 2020-2021 a été relativement tendue sur l'assurance dommage, sur la construction, sur le transport, sur le cyber, sur tout un tas de garanties. Certains se plaignent d'étendues de couverture qui sont restreintes, de franchises qui augmentent, de tarifs qui augmentent. Est-ce que ça veut dire... comment l'expliquez-vous? Est-ce que ça veut dire que l'assurance se désengage du grand risque? Non, je crois que surtout on assiste, et c'est tout à fait normal, à un rééquilibrage depuis 2 ans. Vous savez, le risque d'entreprise, et les entreprises le savent, l'assurance des entreprises, c'est cyclique. On a connu 15 années, jusqu'en 2019, de ce qu'on appelle le soft market, c'est-à-dire... Des prix qui étaient plutôt bas? Alors, des prix qui baissent, des garanties qui augmentent, alors même qu'en parallèle, les sinistres, eux, continuent à augmenter. Évidemment, tout ça ne peut pas durer éternellement. Et le rééquilibrage, il a d'ailleurs commencé l'année dernière. Il s'est poursuivi cette année, et ce d'autant qu'il y a un certain nombre de facteurs exogènes qui impactent les compagnies d'assurance, on l'a bien vu, au-delà évidemment de la pandémie qui juste sur les assureurs français, je rappelle, va quand même coûter la bagatelle de 5 milliards d'euros de plus que d'habitude. Mais il faut penser également aux grands sinistres, que ce soit les catastrophes naturelles, que ce soit aussi les incendies, parce que les incendies sont encore malheureusement beaucoup trop fréquents, beaucoup trop lourds. Alors, à la même époque, chaque année, il y a des baromètres sur une classification des risques qui menacent le plus les entreprises. Pour n'en citer qu'un, celui que Allianz vient de sortir. Alors, il y a un triptyque gagnant, risque cyber, risque d'interruption d'activité et risque de pandémie. C'est exactement ce qu'on vient de connaître lors de cette année qui vient de s'écouler. Donc, des risques de masque à très forte intensité, mais qui n'arrivent pas nécessairement tout le temps. Le principe de l'assurance est basé sur le principe de la mutualisation. Est-ce que ces menaces battent en brèche ce principe de la mutualisation précisément et donc ne permettent pas aux assureurs de couvrir convenablement ces risques? Bon, alors d'abord, je dirais qu'effectivement, ce qui caractérise notre époque, c'est la montée de risques à très forte intensité. Je dirais que cette année, évidemment, tout le monde y est très sensible. Enfin, les risk managers, l'AMRAE et les assureurs, on travaille dessus depuis des années. Moi, en plus des 3 que vous venez de citer, je voudrais quand même citer le risque climatique. Le risque climatique, c'est celui qui emporte, en fait, plein de risques derrière lui, que ce soit les risques de catastrophes naturelles, que ce soit la biodiversité, avec aussi les risques de pandémie. Et donc, c'est vraiment, pour moi, parce que cette pandémie est peut-être née d'un événement... On ne sait pas. Mais en tout cas, oui, aujourd'hui, je dirais, si on regarde la période, on va mettre la pandémie en premier. N'oublions pas, si on a un horizon de temps, parce que le risque, il s'analyse sur une durée. Et selon que vous regardez les risques à 1 an, à 2 ans ou à 30 ans, en tout cas, le risque climatique, il est partout et c'est l'affaire de tous. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas assurable. Ça veut dire aujourd'hui que notre enjeu collectif, parce que c'est un enjeu collectif, ce n'est pas que l'enjeu des assureurs, c'est de repousser les limites de l'assurabilité. Et pour faire Qu'est-ce que ça veut dire, ça, repousser les limites de l'assurabilité? Eh bien, c'est pouvoir assurer plus de risques, y compris des risques dont on pensait jusqu'à présent qu'ils n'étaient peut-être pas assurables. Alors, vous avez cité la mutualisation, vous avez parfaitement raison, c'est la raison d'être, c'est la technique de base de l'assurance, c'est vous payez des primes, et puis les primes de ceux qui n'ont pas de sinistre servent à indemniser ceux qui ont malheureusement un sinistre. Est-ce que vous n'avez pas beaucoup de mal à l'expliquer, ça? Parce que, pour ne citer qu'un seul exemple, on a beaucoup accusé les assureurs pendant cette crise de la pandémie, notamment les restaurateurs. Ah là là, les assureurs ne prennent pas en charge, ne couvrent pas les pertes d'exploitation sans dommage. Il se trouve que le régulateur, qui est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, vous a donné raison, a dit qu'il n'y a que 3% des restaurateurs qui sont couverts par ce type de garantie. Mais malgré tout, vous avez
une nouvelle fois endossé le nouveau rôle. Il n'y a pas un problème de communication, de la même manière que certains sociétaires de mutuelles ou des clients d'assureurs automobiles ont dit on ne comprend pas pourquoi on ne nous rembourse pas nos primes alors qu'on ne s'est pas servi de nos voitures pendant la période de confinement. Est-ce que gérer la crise, gérer le risque, ça commence par gérer la communication? Est-ce qu'il n'y a pas eu un gros défaut des assureurs, mais aussi de votre fédération sur ce point? Bon, alors je dirais que oui, bien entendu, il y a besoin de beaucoup plus expliquer. Bon, en même temps, quand on est au plus profond d'une crise, que les gens vivent des situations dramatiques, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier, ces restaurateurs étaient et sont encore pour beaucoup dans une situation qui est dramatique, c'est pas là où on est le plus audible. Ce qui veut dire que c'est pas au milieu de la crise qu'il faut expliquer. Hein. Ça veut dire qu'aussi, effectivement, faut qu'on prenne le point et qu'on explique mieux comment ça fonctionne. C'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que votre prime, si vous n'avez pas eu de sinistre, c'est pas un profit pour l'assureur, elle va servir à indemniser votre voisin. Non, mais c'est tout basique. Mais voilà. Alors sur la gestion des risques maintenant, parce que c'était votre question. N'oublions pas la prévention. La prévention, ça marche. Et quand je disais tout à l'heure repousser les limites de l'assurabilité, c'est en particulier grâce à la prévention. Vous savez, nous, on a investi énormément sur la prévention. On a un centre national de prévention, de protection qui est à Vernon, qui est unique en Europe, dans lequel on fait des tests en vraie grandeur, c'est-à-dire qu'on provoque des incendies, on regarde la résistance des matériaux, on regarde la résistance électrique, on fait des crash tests, et tout ça, on le met à disposition de nos assurés, du grand public, mais évidemment surtout des entreprises, pour les aider dans cette démarche partenariale qui est celle que nous avons et que nous souhaitons avoir avec l'ensemble des entreprises, qui est une démarche de gestion du risque. Sur tous ces risques qu'on vient d'énumérer, est-ce que si les entreprises avaient fait preuve de prévention, elles résisteraient mieux aujourd'hui aux risques qu'elles sont en train d'affronter? Alors certainement sur les risques classiques, oui, tout à fait. C'est-à-dire non, mais sur l'incendie, par exemple, on a vu que cette période de soft market, finalement, il y a des gens qui ont peut-être un peu baissé la garde. Et d'ailleurs, Brigitte Boucaud ne disait pas autre chose tout à l'heure. Donc, le risque, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas seulement l'affaire du risk manager. C'est l'affaire de tous les ingénieurs, de tous les collaborateurs d'une entreprise, de ses dirigeants également. Et c'est une démarche collective dans laquelle nous, évidemment, nous inscrivons les assureurs comme partenaires privilégiés, et ça marche avec beaucoup d'entreprises. On a beaucoup dit que le risque cyber, les attaques, ça a été chiffré par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Le nombre d'attaques malveillantes, cybercriminalité, a fortement augmenté pendant la pandémie. Le nombre de plaintes déposées auprès du site cybermalveillance a également été en forte augmentation. La prévention aurait permis de mieux absorber ce risque cyber? Alors, bien entendu, la prévention, ça marche. Vous savez qu'il y a des fraudes particulier entreprise, même combat, la prévention avant tout? La prévention avant tout, et tout spécialement sur le risque cyber. Alors, évidemment, il y a des très, très grosses attaques, mais il y a aussi des choses très classiques comme la fraude au président. Ça marche encore. Et donc, les entreprises investissent énormément et elles forment, elles font des tests également auprès de leurs collaborateurs. Elles envoient des mails, puis elles voient si finalement les gens tombent dans le panneau ou pas. Donc oui, la prévention, ça marche. Et c'est ce qui permet justement de repousser les limites de l'assurabilité. Puisque si on gère mieux les risques, à ce moment-là, nous, assureurs, on peut en assurer plus. Vous avez évoqué tout à l'heure le risque climatique. Il y a un régime de catastrophe naturelle qui date des années 80 en France. C'est une force. Il a permis d'absorber à de nombreux sinistrés le choc, ainsi qu'aux assureurs, parce que c'est basé sur le principe d'un partenariat public-privé. La fédération française que vous dirigez appelait de ses voeux à une réforme de ce régime de catastrophe naturelle que Emmanuel Macron avait promis en 2017. L'Assemblée nationale vient d'adopter à l'unanimité une proposition de loi portée notamment par le groupe du MoDem à l'Assemblée. Est-ce que celle-ci répond à vos attentes, sachant qu'elle augmente le nombre d'obligations faites aux assureurs? Alors effectivement, on appelait de nos voeux une révision de ce régime. D'abord, vous l'avez dit, il faut vraiment qu'on se félicite en France d'avoir de telles garanties. Vous savez, les assurés, les sinistrés de la vallée de la Vésubie ou de la vallée de la Roya,
ils ne se poseront plus jamais la question de savoir si ça sert vraiment de payer une prime d'assurance. Hein. Donc, nous, on est, sur chaque catastrophe, on est aux côtés des sinistrés. Donc, ce régime, c'est très, très important. Mais justement, comme à chaque fois, on est à côté, eh bien, on fait des retours d'expérience et on a des propositions très concrètes à faire pour améliorer le régime. Se retrouvent dans la proposition de loi, ces propositions que vous portiez? Absolument. Oui. On a abondamment discuté. Mais par exemple, nous, il y a un problème qui se pose à chaque fois, c'est le relogement. Et c'est tout naturel, c'est normal. Hein. Il y a une catastrophe. Première question des gens, on l'a encore vu dans le Sud-Est récemment. On l'a encore vu dans le Sud-Est. Donc il y a le relogement qui doit être beaucoup mieux intégré dans le régime. Il y a aussi la question des franchises. Aujourd'hui, le régime est très rigide sur ces franchises. Il faut qu'on ait plus de flexibilité pour que justement on puisse tenir compte de la prévention qui est faite ou pas par les entreprises. Et puis n'oublions pas également qu'on est tous responsables vis-à-vis de ces grandes catastrophes. Donc nous, on fait tout ce qu'on peut, on fait de la prévention. On a une mission pour les risques naturels qui les étudie depuis plus de 20 ans maintenant, qui étudie aussi la résilience des matériaux. Hein. C'est un peu le pendant de Vernon de ce que je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup d'obligations qui pèsent sur les collectivités locales. Elles ne sont pas toutes appliquées. Donc, avant de faire des nouvelles règles, il faut aussi s'assurer que les plans de prévention sont bien déclinés partout où ils doivent l'être. Alors, ce régime de catastrophe naturelle dit CatNat dans le jargon, dans le milieu de l'assurance et du risque management ou des clients. Il était censé inspirer un régime qui s'appelait le CATEX. L'été dernier, le ministre des Finances, Bruno Le Maire, voulait trouver une solution pour que précisément la situation dans laquelle se retrouvaient un certain nombre d'entreprises qui n'étaient pas couvertes pour les pertes d'exploitation sans dommage puissent être couvertes. Les discussions qui ont eu lieu, menées par Bercy, n'ont pas abouti. Il n'y a pas eu d'accord de place. Pourquoi ? Question que je vous pose. Et pourquoi ça a échoué ? Pourquoi est-ce que l'ensemble des parties prenantes n'ont pas trouvé de réponse ? Alors, il y avait quand même au sein de la communauté à la fois des assureurs, des parlementaires, des risk managers, on a beaucoup échangé. C'est nous qui avons, dès le 15 juin dernier, mis sur la table cette proposition de partenariat public-privé qu'on a appelé CATEX. Là où ça a achoppé, c'est sur le volet financier. Et pourtant, sur l'argent. Et pourtant, pour une PME, c'était de l'ordre de 12,50 € par mois. Bon, très bien, le ministre a arbitré, il a pensé que ce n'était pas le moment. Moi, je pense qu'effectivement, ce n'est pas le moment aujourd'hui. Peut-être inaudible de la part des entreprises. Absolument, voilà. Mais en même temps, il faut garder en tête que les sommes étaient minimes. Et c'est tout l'intérêt de ces grands régimes qui sont très, très mutualisés, c'est qu'effectivement, ça permet d'avoir un tarif tout à fait raisonnable, comme je viens de vous le montrer. Donc, échec des négociations. Dans la foulée, le ministre des Finances soutient l'idée de, je le cite, de solutions individuelles facultatives. Il y a deux grosses idées qui sont mises sur la table, qui semblent avoir le soutien des pouvoirs publics, le soutien aussi de l'AMRAE. Première solution, c'est permettre à des TPE, PME de provisionner de l'argent pour se couvrir contre la survenue d'un risque futur. Deuxième solution, c'est peut-être sans doute une solution qui s'adresse aux plus grands groupes, le groupe du CAC 40 ou les grosses entreprises de taille intermédiaire, la solution des captives. Est-ce qu'elles ont vos soutiens, ces deux solutions ? Alors absolument. Bon, vous parlez des captives. Les captives, donc c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est pas permis à tout le monde. Il faut quand même des grandes entreprises qui peuvent déjà mutualiser leurs risques au sein de leur entreprise. Donc bon, mais la captive, quand on y réfléchit, c'est quoi ? Je reviens à mon idée de mutualisation. En France, pour des raisons fiscales, on est limité dans la possibilité de mutualiser. On mutualise à l'intérieur d'une année. Pour les grands risques, pour les risques à forte intensité, eh bien, il y a une mutualisation dans le temps qui est possible. Et à ce moment-là, qui permet, encore une fois, de repousser les limites de l'assurabilité. Donc la captive, c'est un instrument, mais ce qu'il faut ouvrir, en modifiant simplement un petit peu la fiscalité, c'est-à-dire en s'alignant sur celle du Luxembourg, c'est de permettre à tous les acteurs, qu'ils soient assureurs, réassureurs, de pouvoir effectivement provisionner les primes sur la durée. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une catastrophe, la première, la deuxième ou la troisième. Eh bien, quand la catastrophe arrive, la 4e ou 5e année, on a au moins l'accumulation de ce qu'on a engrangé pendant 5 ans. Et la solution prenée pour les TPE-PME ? Alors, pour les TPE-PME, mais absolument, il y a déjà des produits d'épargne. On peut penser à du bon de capitalisation, par exemple, qui permet effectivement
d'épargner et puis ensuite de débloquer cette épargne le moment venu quand la catastrophe malheureusement se réalise. Ces solutions sont-elles un substitut ou un complément de l'assurance? Pour moi, c'est un complément, très clairement. Et encore une fois, il faut d'abord penser à comment est-ce qu'on peut repousser les limites de l'assurabilité et l'étalement du risque dans le temps, la gestion, la mutualisation dans le temps est un outil qui est très important. Le Luxembourg, là, je ne vois pas pourquoi on ne l'a pas en France. Vous avez évoqué la réglementation des captives. Le secteur de l'assurance se plaint régulièrement de la réglementation qui pèse sur ses épaules. Il y a actuellement, c'est un petit peu compliqué, c'est très technique, une révision qui est menée de solvabilité que vient d'évoquer Patrick Artus il y a quelques minutes. Il disait qu'il fallait faire tout sauter. Je ne pense pas qu'on puisse faire tout sauter. Ce serait, sans doute peut-être le souhaiteriez-vous. Cette révision actuellement qui a lieu, est-ce qu'elle tient compte des enseignements, des problèmes que vous avez rencontrés, vous, assureurs, pendant cette crise de la pandémie? Bon, alors d'abord, je dirais que la première qualité d'un assureur, c'est sa robustesse, c'est sa solvabilité. L'important, c'est qu'on soit là le jour où il faudra indemniser votre sinistre, le jour où il faudra vous rembourser votre contrat d'assurance vie. Donc, c'est sans doute ça, d'ailleurs, pardon, je vous interromps, que le particulier, ou peut-être même le chef d'entreprise, même s'il a une culture économique, ne comprend pas. C'est quand même la base. Donc, il faut que vous recommuniquiez là-dessus aussi. Donc, il faut qu'on l'explique, absolument. Du coup, il ne faut pas se plaindre qu'il y ait des réglementations. Ça, on comprend. Il faut bien des réglementations, et en particulier sur la solvabilité. Le sujet, c'est ce que vous dites, c'est qu'il faut une réglementation qui tienne compte aussi de l'environnement macroéconomique, de l'environnement politique et des situations de crise. Cette norme Solvabilité 2, elle est très récente d'application. Bon, elle n'avait jamais été testée en période de crise. Et je crois que le principal défaut qui est apparu dans cette crise, c'est sa volatilité. On ne peut pas avoir une norme qui conduit à des ratios qui perdent 30 ou 40 points en 3 jours, parce qu'il y a... C'est ce qui s'est passé au début de mi-mars. Exactement, c'est ce qui s'est passé mi-mars. Donc moi, s'il y a un sujet sur lequel vraiment il faudrait axer cette révision, c'est celui de la volatilité. Donc si je comprends bien, cette réglementation qui est censée protéger les épargnants, mais aussi les assureurs, a fait jouer le yo-yo aux obligations de solvabilité des assureurs. Complètement. Puis il y a un deuxième sujet. On parle beaucoup de la gestion des risques. J'ai parlé du risque climatique. Il y a une grande ambition européenne que les assureurs partagent évidemment totalement, parce que nous, on est au premier rang de ces désastres climatiques et de leurs conséquences humaines et financières. Donc la priorité du plan d'action européen, c'est de verdir l'économie, l'industrie européenne. Bon, mais il faut des gens pour financer. Qu'est-ce qui finance? C'est nous. Eh bien oui, mais sauf que Solvabilité 2, de fait, c'est pas compatible. Quasiment nous l'interdit, en tout cas nous en dissuade très très fortement. Au moment où on est dans une ère de taux négatifs qui pèse lourdement sur nos produits financiers, évidemment, nous aussi, on est à la recherche de rendement. Et on pourrait financer, par exemple, des grosses infrastructures européennes dont on a besoin pour faire évoluer notre économie européenne. Eh bien, compte tenu des charges en capital sur ce type d'investissement, c'est de fait aujourd'hui quasi impossible. Et là, il faut réconcilier, si vous voulez. Et ça montre qu'un sujet très technique comme Solvabilité 2 doit être un sujet politique. Et je me réjouis d'ailleurs que Bruno Le Maire l'ait porté à l'Ecofin. Il n'y a pas beaucoup de pays qui font ça. Il faut laisser la technique de côté, mais il faut se dire, attention, quelles sont les conséquences macroéconomiques, économiques de ce type de réglementation. Un dernier mot pour conclure. Vous venez de parler du réchauffement climatique, du green business, qui est le cœur même du plan de relance européen. Le digital, ça a permis à des pays en Asie d'être mieux résistants, de mieux faire face à cette crise de la pandémie. Le digital, ça permet aussi de manipuler des datas à très grande échelle. Les assureurs sont des manipulateurs de données, des données structurées, là c'est de la statistique. Est-ce que le salut viendra de ces datas? Et si oui, est-ce que la réglementation doit être améliorée sur ce volet-là aussi en France? Alors vous avez raison de souligner que nous sommes les acteurs historiques de la donnée. Les actuaires, ils manient des données tous les jours. Du coup, on est très respectueux de la donnée, je touche du bois, là c'est bien. On n'a pas eu de grand crash sur les données d'assurance. Nos assurés nous font confiance et ils ont bien raison. On travaille avec la CNIL, donc on est très très respectueux. Sur les données de santé, est-ce qu'il faut faire moins protecteur?
Alors, sur les données de santé, on y travaille. Il y a le data Hub, là, X-Hub. Ouais. Et donc, ça, c'est vraiment une très grande avancée. Donc, oui, bien entendu, il faut continuer. Il faut en même temps rester très vigilant. Et nous, on s'inscrit complètement à l'opposé des GAFA, etc., qui vont faire un usage, je dirais, différent de la donnée. Donc, la donnée, on la protège parce qu'on sait à quel point c'est important. Pour autant, c'est évidemment un facteur d'innovation colossal et un facteur de prévention. Vous savez, quand votre assureur il vous envoie un SMS parce qu'il sait que vous avez un bien qui est assuré à un endroit où il y a un cyclone, une tempête, un risque d'inondation, ça vous permet de gérer votre usine, de mettre en sécurité votre voiture, votre habitation, etc. Donc la donnée, oui, c'est très important et ça participe encore une fois de la prévention. Et la prévention, c'est là où on crée le plus de valeur. On en revient à la prévention et l'anticipation. Merci beaucoup, Florence Schussmann. Nous sommes arrivés au terme de cette interview. Place à la prochaine étape de ces rencontres. Merci beaucoup. Merci à vous. Avec un message de nos partenaires. Merci, Florence Schussmann.